Et notre invité est André Caspi, historien spécialiste des États-Unis. On va revenir bien sûr sur l'investiture de Joe Biden et puis aussi sur le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. André Caspi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc évidemment, c'est officiel. Joe Biden est officiellement investi depuis hier 46e président des États-Unis. Je le disais, il a signé une série de décrets, des mesures contre la pandémie et ses conséquences, contre l'immigration, contre le racisme, et également et surtout le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Le but est bien sûr de tourner la page Donald Trump le plus rapidement possible. André Caspi, est-ce inédit un président américain qui, à peine investi, prend toute cette série de mesures aussi rapidement? Non, ce n'est pas inédit. Cela rappelle Franklin Roosevelt en 1933. Et lorsque Roosevelt est arrivé à la Maison-Blanche, c'était au mois de mars, parce qu'à l'époque, les présidents prenaient leurs fonctions le 4 mars. Et il a immédiatement saisi le Congrès. Le Congrès était en session, mais en dehors du Congrès, Roosevelt a pris un certain nombre de décisions. On appelle ça la période des 100 jours, c'est-à-dire qu'entre le mois de mars et le mois de juin, il a agi immédiatement pour combattre la crise et pour essayer de remettre les États-Unis sur le droit chemin. Alors, je ne dis pas que Biden, c'est Roosevelt, mais en tout cas, je réponds à votre question, ça n'est pas inédit. D'ailleurs, Donald Trump lui-même aussi avait pris une série de décrets très rapidement en 2016. Est-ce que pour Joe Biden, parce que c'est vrai qu'on est quand même aussi dans un contexte de crise, mais évidemment très différent de 1933, est-ce que c'est aussi un moyen pour Joe Biden de faire taire ses détracteurs qui le définissaient comme modéré, voilà un moyen finalement de s'affirmer, de montrer aussi qu'il a du caractère et qu'il est apte à gérer le pays dans une période de crise comme celle que traversent les États-Unis depuis plusieurs mois? Oui, mais écoutez, vous avez posé la question et en même temps, vous avez donné la réponse. Il est évident que pour Joe Biden, c'est indispensable de montrer à ses compatriotes qu'il a pris la situation en main et qu'il veut agir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, je dirais que ça n'est pas tout à fait inattendu parce que ça faisait déjà pas mal de temps qu'il avait annoncé qu'il allait prendre de grandes décisions dès son arrivée à la Maison-Blanche. Bon, il l'a fait. Reste à savoir si ces décisions vont satisfaire l'ensemble de l'opinion américaine. Parce que le grand problème de Joe Biden, c'est quand même d'essayer de réunir les Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société qui est profondément divisée, il y a ceux, bien sûr, qui soutiennent Biden, qu'il a bénéficié quand même de 81 millions de voix. Et puis il y a ceux qui continuent à soutenir Donald Trump qui lui a obtenu 74 millions de voix. Plus qu'en 2016. 7 millions de plus qu'en 2016. C'est-à-dire que d'abord les Américains ont beaucoup plus voté et ensuite ça veut dire quand même que Trump n'a pas été rejeté par une très très grande majorité d'Américains. Il a été battu, ça c'est incontestable. Enfin, c'est incontestable, lui il l'a contesté, mais il a été battu. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a deux camps aux États-Unis. Il y a le camp Trump et il y a le camp Biden. Donc Biden a comme but essentiel de montrer qu'il est un président actif et aussi et surtout un président unificateur, c'est-à-dire que il doit insister sur le fait que maintenant, dans l'action, il rassemble tous ses compatriotes. Mais des fois, un président unificateur aussi, André Caspi, ça peut être un président qui n'ose pas, qui finalement ne prend pas de décision. Ça peut aussi arriver. Est-ce que cette volonté d'unir une société fracturée ne va peut-être pas l'empêcher aussi de prendre des décisions fermes sur certains points? C'est-à-dire que Biden a évidemment l'avantage d'entrer dans la Maison-Blanche, ce qui n'est évidemment pas le cas de Donald Trump qui est parti en Floride. Mais d'un autre côté, Biden a aussi derrière lui une majorité qui n'est pas complètement homogène. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que il y a toute une gauche dynamique, elle-même très fracturée d'ailleurs, mais une gauche qui défend des questions sexuelles, des questions ethniques, des questions raciales, des questions politiques, et qui pousse Biden à être encore plus dynamique, à être encore plus, disons, particulier pour essayer en somme
d'obtenir davantage. Donc ça veut dire que Biden, oui, doit agir vite, et il essaye de le faire, mais d'un autre côté, il n'est pas certain qu'il puisse entraîner derrière lui tous ceux qui ont voté pour lui, parce qu'il faut bien retenir que beaucoup de ceux qui ont voté Biden n'avaient qu'un seul but, c'était de faire partir Trump. Bon, alors Trump est parti, d'accord, très bien, mais maintenant, la bataille s'engage pour que Biden puisse, en somme, avoir un ensemble qui le soutienne pour de bon. Ce n'est pas tout à fait le cas. D'autant que Donald Trump, André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, vous êtes avec nous ce matin, d'autant que Donald Trump ne semble pas prêt à abandonner le combat politique. Il a d'ailleurs évoqué un retour, je cite, sous une forme ou sous une autre avant de partir pour la Floride. Le Wall Street Journal affirme même qu'il songerait à créer un parti, le Patriot Party. Est-ce que Donald Trump peut vraiment peser au cours de ces 4 prochaines années entre les puissants partis démocrates et américains? Est-ce qu'il peut même parasiter l'action de Joe Biden? Alors écoutez, ça, je suis dans l'incapacité de vous répondre parce que il s'agit, en somme, de prévoir l'avenir et de savoir exactement ce que Donald Trump peut avoir dans la tête. Et dans un cas comme dans l'autre, je suis incompétent. Mais ce que je sais, c'est que le Trumpisme, c'est-à-dire le populisme, lui, survit et reste extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui veulent défendre la société telle qu'ils l'imaginent, la société américaine, qui veulent défendre également l'économie américaine, c'est-à-dire une sorte d'une économie nationale, une économie qui s'oppose aux économies du reste du monde, qui veulent en somme interdire l'immigration. Bref, il y a tout un mouvement populiste, et ce mouvement populiste, on dit aussi un mouvement trumpien, ce mouvement populiste-là va rester, il va pas disparaître. Alors, il est évident que quand Joe Biden dit je reviens aux accords de Paris de 2015, c'est déjà quelque chose qui choque ce mouvement populiste. Quand il annonce qu'il va reprendre éventuellement des relations avec l'Iran pour remettre en place cet accord sur la limitation de l'armement nucléaire en Iran, là aussi, il y a des adversaires qui ne veulent pas de ça. Donc, on pourrait citer toute une série d'exemples. Vous savez, je ne sais pas si vous regardez parfois des films américains, mais je suis sûr que oui. Vous voyez parfois dans ces films américains des maisons qui sont habitées dans des petites villes par des gens très simples. Et devant ces maisons, il y a un drapeau américain. Oui. Hein? Alors, en France, on met quelquefois le drapeau bleu, blanc, rouge quand il y a de grandes cérémonies ou de grands événements. Et encore, c'est pas très fréquent. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent. C'est-à-dire que là, ce sont des gens qui affirment leur volonté de défendre une certaine idée de l'Amérique. Alors là, c'est quelque chose évidemment qui ne disparaît pas du jour au lendemain et qui en fait n'a aucune raison de disparaître, mais qui s'oppose à ce que décide ou à ce que fait Joe Biden. Merci beaucoup André Caspi d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. André Caspi, historien spécialiste des États-Unis.